Bonjour, chers étudiants, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien et que ce support de cours audio vous est utile. Alors, aujourd'hui, on va aborder un thème central dans la théorie générale de l'État, النظرية العامة للدولة. Et ce thème porte sur les fonctions de l'État. وظائف الدولة. Alors bien sûr, il s'agit tout d'abord des fonctions juridiques. وظائف القانونية sont des fonctions qui qui se concrétisent à travers des pouvoirs sur l'État, des pouvoirs exercés par l'État et à travers lesquels l'État assoit son pouvoir d'abord et ses politiques. On parle notamment des trois pouvoirs qui sont théorisés par Montesquieu, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Ces trois pouvoirs, comme je viens de le dire, ne sont pas inventés, mais sont théorisés à travers ce concept ou ce principe fondamental qui est la séparation des pouvoirs par Montesquieu dans son ouvrage L'esprit des lois. Bon, on ne va pas revenir sur ce principe qui aujourd'hui nous paraît tous fondamental pour la garantie de l'état de droit, mais on va dire tout simplement que chez Montesquieu, le pouvoir doit arrêter le pouvoir. السلطة يجب أن تحد من السلطة, d'où son invention de séparation de pouvoir comme étant la barrière ultime contre l'abus du pouvoir, étant donné que tout pouvoir a cette tendance et cette propension à abuser du pouvoir qui lui est attribué ou dont il est donc l'incarnation. Ces pouvoirs donc peuvent être assimilés à des outils à travers lesquels ou par lesquels l'État mène sa politique, intervient dans la société, régule l'activité des individus et en même temps l'activité des corps sociaux et des institutions sociales à l'intérieur de l'État. C'est à travers justement ces prérogatives que l'État met en œuvre sa philosophie, son idéologie et en même temps sa conception de son rôle à l'intérieur de la société. Est-ce que c'est un rôle qui est limité aux fonctions régaliennes? On trouve là la conception de l'État gendarme, الدولة الحارسة, qui est bien sûr une conception libérale, notamment aussi bien dans son volet ou sa dimension politique que dans sa dimension économique, à travers donc ce rôle limité des attributions de l'État ou de l'intervention de l'État dans l'activité économique et dans la société en général. Alors, quelles sont ces fonctions régaliennes? Ces fonctions régaliennes sont les fonctions nécessaires à l'existence même de l'État. Alors, un État sans fonction régalienne ne serait pas un État, serait une contradiction de dire qu'un État sans fonction régalienne. C'est tout d'abord le maintien de l'ordre public, الحفاظ على النظام العام. Et dans cette catégorie d'ordre public, on inclut bien sûr en premier lieu la sécurité. La sécurité
des individus, la sécurité contre la violence physique. Et bien sûr, là, on est devant la liberté première, la liberté fondamentale. C'est plus qu'une liberté, c'est le cadre dans lequel peuvent s'exercer toutes les autres libertés qui vont, bien sûr, venir ensuite, liberté individuelle, liberté collective. Ensuite, il y a bien sûr la tranquillité, la salubrité. Et quand on parle de salubrité, on fait référence bien sûr à ce devoir de l'État de préserver la santé publique des citoyens. Et dans le contexte actuel, ça paraît évident que la préservation de la santé publique pourrait donc légitimer des contraintes, des limites aux libertés, notamment la liberté d'aller et venir. Mais on trouve là toute la justification de la préservation de la santé publique, même si ça ouvre, ça justifie ou ça ouvre la voie à des contraintes, des limites à certaines libertés. On inclut également dans cette catégorie d'ordre public la morale publique. Alors là, on est devant un concept qui peut donc être perçu comme vague, il peut même ouvrir la voie à des interprétations multiples et parfois contradictoires, sachant bien que la morale, même s'il relève de certains principes du droit naturel, aujourd'hui on imagine que la morale peut changer d'une époque à l'autre. Il est également variable d'une place à l'autre, d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre. Vous voyez donc que le maintien de l'ordre public et ce qui va avec, bien sûr, la répression de toute atteinte à l'ordre public, elle est intimement liée à la conception même de l'origine de l'État, de la raison d'être d'État, la raison d'être de l'État, notamment chez Hobbes, qui justifie donc l'État à travers sa fonction première qui est la garantie de la sécurité donc la préservation de la société contre les intérêts privés, les intérêts égoïstes et ce qu'il appelle lui la guerre de tous contre tous. Mais également, il est lié à la conception, mais d'une autre façon et selon une autre conception, il est lié donc aux idées de Jean Locke sur le rôle de l'État en tant que protecteur des droits naturels des individus et notamment du droit de vie et du droit de la propriété privée. Cette conception de l'État gendarme dont le rôle exclusif, si j'ose dire, est le maintien de l'ordre public, mais aussi bien sûr la défense du territoire contre les envahisseurs, également tout ce qui est lié à la justice, sont des fonctions régaliennes qui ont bien sûr fondé ce qu'on appelle l'État gendarme. C'est un État qui est bien sûr libéral, qui est pour le libéralisme économique, ou plutôt qui laisse l'espace, qui laisse la marge de manœuvre complète aux acteurs privés, à la société de s'organiser sur le plan économique selon les lois de marché
Et on retrouve bien sûr à ce niveau les idées d'Adam Smith, les idées de David Ricardo, qui bien sûr mettent l'accent sur une intervention très limitée de l'État. Dans son ouvrage célèbre La richesse des nations, Tharwat al-Umam, mais également David Ricardo, dans son ouvrage Principes d'économie politique, Mabadi al-Iqtisad al-Siyasi, et selon bien sûr ce courant de ce qu'on appelle le libéralisme classique, classique, il y a l'État, le rôle de l'État doit se limiter donc au maintien de l'ordre et bien sûr à la défense, mais également, et là on retrouve les idées de Adam Smith qui a rajouté, bien sûr, qui a rajouté que l'État doit prendre en charge la fourniture ou l'approvisionnement de biens publics qui produisent des externalités positives, donc qui sont bénéfiques pour tout le monde et qui correspondent donc à ce qu'on appelle l'intérêt général, mais qui ne peuvent pas être pris en charge par des investisseurs privés vu qu'ils n'engendrent pas des bénéfices. Il s'agit par exemple de l'infrastructure routière, de l'éclairage public, des ports. Et on retrouve là Adam Smith accent sur le rôle de l'État en tant que État interventionniste, bien sûr dans une certaine mesure, pour garantir l'accès des individus citoyens à des services dont les intérêts privés ne veulent pas prendre en charge. Vu bien sûr la question du dilemme du passager clandestin, parce que bon, il y aura toujours, on ne peut pas les faire payer à tout le monde. Il y a certains services, on ne peut pas les faire payer à tout le monde parce que il suffit que un profite, comme l'éclairage public par exemple, que tout le monde va en bénéficier. Ceci dit, bien sûr, les penseurs, les économistes de l'école libérale classique sur le rôle de l'État, ils sont clairs et bien sûr disent que l'État doit se limiter à des fonctions régaliennes et ne doit pas mener l'activité économique et ne doit pas forcer intervenir d'une façon qui puisse forcer les lois du marché, donc la régulation par le marché. On rajoute à cela le rôle de l'État en tant que régulateur, mais une régulation qui est minimum, qui est limitée à poser un cadre juridique pour garantir la propriété privée, garantir le respect de la propriété privée, et également des règles qui vont se limiter à un cadre juridique qui va garantir le libre fonctionnement du marché. Et on retrouve également dans cette conception du rôle de l'État, l'État gendarme, selon les libéraux classiques, libéral classique il y a, c'est un rôle bien sûr limité à des fonctions régaliennes qui sont tirées du concept de la souveraineté, mais également un interventionnisme qui est très limité, limité à l'approvisionnement, comme je viens de le dire, des biens publics qui sont définis selon Sam Wilson comme étant non excluables, non exclusives. Donc tout le monde peut en profiter. Il suffit qu'un profite, que tous les autres vont en profiter. Et qui sont des biens non rivaux, donc
si l'un profite, ça ne va pas réduire le profit tiré par les autres de ce service. Et finalement, l'État régulateur met une régulation au minimum pour faire respecter le fonctionnement de cet ordre libéral. Alors, c'est un État avec son appareil, à la fois un appareil répressif, bon, répressif pour la garantir de l'ordre, pas la répression dans son sens péjoratif, et un appareil qui juridico-politique pour encadrer le fonctionnement libre du marché, mais c'est un encadrement bien sûr qui va dans le sens de laisser le libre marché diriger l'activité économique, diriger l'activité. Cette conception, il faut la mettre dans son contexte historique de révolution industrielle en Europe et également de montée de la classe bourgeoise partout en Europe, cette classe qui a mené donc la révolution en France et qui a instauré donc cet ordre libéral, cet État qui est limité dans ses responsabilités et ses fonctions au maintien de l'ordre et également à la régulation minimum pour permettre aux acteurs du marché, aux lois du marché, de s'exprimer, d'agir librement selon une logique interne qui est défendue par les penseurs libéraux, notamment les penseurs comme John Stuart Mill, Adam Smith, on en a parlé, David Ricardo, Malthus, etc. Donc cette consécration de l'État gendarme, il a exprimé le rôle, les fonctions de l'État dans cet ordre libéral qui a donc régné, mais qui a évolué aussi tout au long du 19e siècle, jusqu'au moment où on a commencé à se poser la question sur la pertinence de ce modèle et notamment dans un contexte marqué par la montée des idées de Karl Marx, de Friedrich Engels, sont des idées, donc les idées du socialisme, du communisme, et qui sont des idées, bien sûr, par rapport à l'État, sont des idées radicales, parce qu'à terme, les idées de Marx signifient ou vont donner lieu au dépérissement de l'État, selon Karl Marx. Alors, il y avait une certaine réticence au début de l'apparition de ces idées et ça a mené donc à l'acceptation d'un certain interventionnisme, التدخل, et donc on a commencé à parler de l'État interventionniste, الدولة المتدخلة, interventionnisme dans l'économie, interventionnisme notamment dans la société à travers la donc réduction des inégalités sociales en instaurant des régimes de pension, des régimes d'assurance maladie, des régimes de congés payants, régime également plus tard d'indemnité chômage. Et donc ce sont des mesures à caractère social qui, en plus du rôle de l'État dans l'éducation, dans la santé,
On retrouve également l'élargissement du périmètre de l'intervention de l'État dans les secteurs de la santé, le secteur de l'éducation, l'école gratuite pour tous, l'approvisionnement des soins de santé. Donc on commence à non pas à sortir de l'état gendarme, parce que l'état gendarme est toujours là avec ses prérogatives régaliennes, mais à étendre, élargir le périmètre d'intervention de l'État et notamment son rôle dans la réduction des inégalités, notamment à travers les mesures de sécurité sociale, d'assurance maladie, de pension, retraite, de jours de congés payants, du jour de congé payé, sont donc, on est devant donc l'émergence d'une nouvelle conception de l'État, un État interventionniste qui va donc prendre en charge certaines activités économiques, mais également va intervenir pour limiter les inégalités entre les classes, les inégalités sociales entre les classes, et notamment à travers l'introduction de l'impôt progressif pour permettre donc une redistribution des revenus à l'échelle nationale. Et on retrouve bien sûr là la fonction redistributive qui a été ensuite développée davantage par Keynes et également par Musgrave. Mais sans dire bien sûr, on est là, on n'est pas dans le socialisme hein, quand on parle d'État interventionniste. C'est encore du libéralisme que certains appellent libéralisme social ou libéralisme rationnel. Mais bien sûr, il constitue des avancées considérables dans la conception du rôle de l'État, de ses fonctions et des champs de son intervention. L'évolution du rôle de l'État ne s'est pas arrêtée là, elle a continué tout au long du XXe siècle. Et là, il faut retenir cette date primordiale qui est 1929, la crise économique qui a commencé bien sûr aux États-Unis, mais qui a suivi partout dans le monde, notamment en Europe. Et c'est une crise de l'ordre libéral, du libéralisme économique, et c'est une crise de surproduction que le marché n'a pas résolu ou a été incapable de résoudre. Et donc là, c'est la remise en question des idées du libéralisme classique, et notamment les idées de John Stuart Mill qui parle de la loi des débouchés, que toute offre va trouver sa demande, et ce n'était pas le cas. Donc la crise de 1929 a révélé que le marché est imparfait, que le marché ne peut pas surmonter ces contradictions internes et les crises qui peuvent survenir pendant l'activité économique. Et là, l'exemple ou l'événement qui a marqué l'histoire du XXe siècle au niveau du fonctionnement de l'État, c'est la crise de 1929. Et là, on va s'acheminer vers le développement de la conception de l'État interventionniste, l'État qui va donc non pas seulement intervenir dans l'activité économique, mais également qui va se doter de moyens, d'instruments, de politiques qui vont lui permettre d'intervenir, pas seulement d'intervenir,
mais de diriger l'économie, de maîtriser les indicateurs macroéconomiques. Des idées qui vont introduire des corrections très significatives à la logique classique du libéralisme pour un État plus interventionniste, non pas seulement à travers la prise en charge des biens publics, à travers la prise en charge de l'éducation, la santé, etc., mais fondamentalement à travers la mise en place de politiques budgétaires, politiques fiscales et politiques monétaires qui pourraient donc l'aider à surmonter les crises du libéralisme. Alors on est devant une conception correctrice des imperfections du marché et notamment doter l'État de moyens pour, au niveau notamment des politiques budgétaires, pour relancer soit l'offre ou la demande, en tout cas pour répondre aux crises qui peuvent donc répondre d'une manière aussi bien préventive, mais également répondre d'une façon très réactive aux crises qui peuvent survenir et qui sont donc liées même à la logique du libéralisme économique. Le grand économiste britannique John Maynard Keynes, qui est connu pour son ouvrage Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie, va donc plaider et argumenter pour un rôle plus important de l'État dans l'encadrement, la régulation de l'activité économique. Et bien sûr, il va plaider pour l'élargissement du champ d'intervention de l'État. Donc c'est un État interventionniste, notamment à travers des politiques budgétaires, politiques fiscales, économiques, fiscales et des politiques monétaires qui vont lui permettre d'assurer la relance de l'activité économique après une période de crise. Enfin, ce sont des politiques qui vont donc permettre à l'État de répondre d'une manière assez réactive, préventive et aussi réactive aux crises qui peuvent survenir dans la logique du libéralisme économique. Et selon lui, donc, l'État a une fonction redistributive, وظيفة توزيعية وإعادة توزيع, une fonction redistributive en plus de la fonction de ce qu'on appelle la fonction de stabilisation et de relance, la fonction de stabilisation et de relance, notamment à travers l'augmentation des dépenses publiques, à travers les investissements publics, à travers des opérations de nationalisation. Certaines entreprises devraient être dans le giron de l'État, selon John Maynard Keynes, qui est donc favorable à une forme de libéralisme, on va dire libéralisme social, mais c'est un libéralisme qui va donc donner à l'État davantage d'attributions, davantage de marge de manœuvre pour réguler l'économie et pour la stabiliser et également pour la relancer quand c'est nécessaire. Et ce sont des idées qui ont donc servi pour sortir de la crise de 1929. En quelque sorte, ce sont des leçons tirées de cette crise-là, de cette crise mondiale.
et qui ont été, sont des idées qui ont été reprises par Franklin Roosevelt, le président américain, à travers sa politique de New Deal, الصفقة الجديدة. Donc c'est une politique qui va rétablir, qui va élargir le rôle de l'État et qui va doter l'État d'instruments, de nouveaux instruments pour réguler l'activité économique et pour l'encadrer, pour encadrer ce marché et pour également permettre la sortie de crise, la prévention et la sortie des crises provoquées par le capitalisme. Et après la Seconde Guerre mondiale, les recettes de ce libéralisme social vont être appliquées en Europe, notamment à travers l'État-providence Dawlat al-Riaya, et c'est à ce moment-là qu'on va commencer à parler de l'État social, الدولة الاجتماعية, دولة الرعاية, welfare state. C'est un État donc qui va avoir un champ d'intervention conséquent et significatif, aussi bien dans l'activité économique que dans l'activité régulatrice, mais également dans l'activité, enfin dans les mesures et les instruments, les politiques qui vont servir à réduire les inégalités sociales et à garantir un minimum social pour tous. Et sachant que l'évolution de ce modèle de l'État-nation-providence, l'État-providence, Dawlat al-Riaya, s'est développé dans un contexte historique marqué par la guerre froide, la bipolarité entre le camp capitaliste occidental et le camp soviétique, socialiste. C'était une période où les idées de Karl Marx, les idées de socialisme étaient très attractives, et également que cette évolution vers l'État-providence a été aussi provoquée, mais indirectement bien sûr, par cette concurrence venue de l'Est, cette concurrence du modèle socialiste, et qui a été donc relayée dans le porte-parole à l'intérieur des États européens, était constitué par les partis communistes, les partis communistes, et bien sûr par les forces syndicales et les ouvriers. À ce niveau, faut rappeler les idées de Richard Musgrave, M-U-S-G-R-A-V-E. Cet économiste d'inspiration keynésienne, il a désigné 3 fonctions principales de l'État. D'abord, la fonction d'allocation, donc l'allocation des ressources pour la construction des infrastructures, les routes, les ports, la construction de toutes les grandes infrastructures nécessaires au fonctionnement de l'économie. Et ensuite, la fonction redistributive, grâce notamment au rôle de répartition ou de répartition des revenus dans une perspective de justice sociale, notamment à travers l'impôt progressif, à travers une politique fiscale adaptée. Et en troisième lieu, la fonction stabilisatrice
Donc, l'État qui va assumer ce rôle de stabilisateur de l'économie, notamment dans les moments de crise où il y a, par exemple, une crise de surproduction, une crise liée à l'offre, à la demande, ou une crise liée au prix, une crise liée à l'emploi. Notamment les crises de surproduction, les crises liées à un excès d'offre par rapport à la demande, ou le contraire, crise de demande, une crise de prix, une crise liée à l'emploi. Alors, sont trois fonctions qui ont été reprises par les économistes d'inspiration keynesienne pour donc dessiner un périmètre d'intervention de l'État qui est assez significatif et qui va dans la même lignée des idées de John Maynard Keynes. Il ne s'agit pas de fausser ou d'introduire une régulation qui va en contradiction avec les lois de libre concurrence ou les lois du marché en général, qui sont des lois de fonctionnement de l'économie libérale. On est toujours dans le même schéma d'économie libérale, mais avec un État plus interventionniste et qui va donc user de sa politique publique, notamment politique financière, politique fiscale et budgétaire, pour réguler l'économie et pour relancer cette économie et notamment pour stabiliser l'économie par rapport donc aux crises du modèle libéral. Toujours dans la même ligne de pensée, mais cette fois-ci sur le terrain de la philosophie politique, on doit quand même parler d'un philosophe politique qui s'appelle John Rawls, qui a introduit des idées de libéralisme égalitaire. C'est un libéralisme qui va introduire certaines règles de fonctionnement qui permettent donc de réduire les inégalités socio-économiques à travers notamment le principe de justice sociale, comme il appelle lui, d'équité, nouvelle dans son ouvrage Nadariat al-Adala, la théorie de justice, enfin une nouvelle théorie de justice selon lui, et cette théorie est conçue comme une équité à travers l'intervention de l'État pour garantir l'équité, enfin l'égalité des chances en vue donc de réduire les failles et les conséquences négatives du libéralisme dans sa forme classique. Alors ces idées qui ont été à la base des 30 glorieuses en Europe et de l'émergence de l'État-providence après la Seconde Guerre mondiale, a connu une rupture à partir des années 70, fin des années 70, avec la montée d'une nouvelle école du libéralisme, notamment avec Friedrich Hayek et Milton Friedman, l'école de Chicago. Ce sont des idées qui vont
remettre en cause les principes de l'État-providence et donc ils vont plaider pour le retrait de l'État et pour le moins d'interventionnisme à travers notamment la dérégulation, la privatisation ainsi que le libéralisme, un retour au libéralisme dans sa forme, on va dire initiale, mais avec plus de véhémence donc, c'est un retour à l'idéologie, c'est un retour de l'idéologie néolibérale, euh, d'abord au niveau des idées, à travers donc, cette école de Chicago, notamment Milton Friedman, mais aussi au niveau de leadership politique, avec l'élection de Margaret Thatcher en Grande-Bretagne et de Donald Reagan aux États-Unis d'Amérique qui vont donc être élus sur un programme néolibéral, un programme à plaider pour la fin de cet interventionnisme dans l'activité économique, mais également dans l'activité de régulation et dans l'usage des politiques financières, fiscales pour la redistribution des revenus. Ces idées ont été reprises, ou plutôt ils ont influencé la montée de nouveaux leaders politiques, notamment Margaret Thatcher en Grande-Bretagne et le président Donald Reagan aux États-Unis d'Amérique, et donc ils ont commencé à mettre en place des politiques inspirées de ces idées néolibérales, libéralia al-jadida, et ce sont des politiques qui vont avoir des répercussions très importantes et bien sûr un impact, et notamment ils ont provoqué une progression des inégalités sociales et une redéfinition, une reconfiguration du rôle de l'État. Et c'est à ce moment-là que donc les pays en développement, ils ont connu le pic de leur crise d'endettement et la montée des institutions économiques internationales, notamment le FMI, la Banque mondiale, dans l'adoption des principes du consensus de Washington, Ijma' Washington, dont les grandes lignes sont tout d'abord la privatisation, la libéralisation et la dérégulation. Toutes les contraintes dérégulées, تقنين ورفع القيود, la libéralisation تحرير et la privatisation al-khawsasa. Et bien évidemment, tout cela d'une nouvelle configuration du système économique mondial basé sur le libre marché, sur la privatisation des entreprises publiques libres, du commerce libre, la théorie du commerce, sur bien sûr la réduction des dépenses publiques et l'encouragement, l'incitation aux investissements étrangers et un rôle prépondérant des multinationales dans l'activité économique. Tout cela dans un nouveau cadre qu'on appelle mondialisation al-awlama, marqué notamment par la globalisation du marché, la globalisation financière et la globalisation des marchés, bien sûr, financiers, et un contexte dans lequel
les capitaux, les banques jouent un rôle prépondérant dans l'économie, ce qu'on appelle l'économie financiarisée. Et aujourd'hui, cette économie ou ce modèle néolibéral fondé sur la capitalisation financière et la financiarisation de l'économie mondiale a connu une crise majeure en 2008-2009, la crise des subprimes aux États-Unis, qui a provoqué dans un premier temps la faillite de grandes banques internationales, notamment les Brothers Lehman, les Merrill Lynch aux États-Unis, mais aussi en Europe. Mais ces banques ont été par la suite sauvées de la faillite et injectant de grands fonds par aussi bien la Réserve fédérale américaine que par la Banque centrale européenne. Alors aujourd'hui, on est dans une situation où ce modèle néolibéral est en crise, en tout cas, il est contesté, il est très critiqué, et il y a des idées qui sont en train de monter pour remettre en question ce modèle et pour avancer une autre alternative, en tout cas avec le retour de l'État sur le devant de la scène en augmentant les dépenses publiques et en investissant davantage dans les secteurs sociaux. Et on le voit avec la crise actuelle du coronavirus, que des voix s'élèvent pour réclamer, pour demander que l'État prenne en charge et investisse et bien sûr dédie les ressources nécessaires aux secteurs sociaux et en premier lieu la santé, l'éducation, la recherche scientifique, donc des secteurs d'avenir et des secteurs d'investissement dans le capital humain. Et c'est une alternative, bien sûr, qui remet en question le modèle néolibéral. Donc vous voyez que le rôle de l'État a beaucoup évolué et le débat d'idées continue entre ceux qui croient que il faudrait que l'État intervienne, que c'est l'État qui doit organiser, gérer et encadrer l'activité économique, alors que notre courant d'idées croit qu'il faut laisser les lois du marché, il faut laisser la concurrence libre, il faut donc moins d'État pour garantir donc le progrès et la prospérité. On est donc devant un débat d'idées qui n'est pas clos et qui va certainement continuer dans le futur.